Lors de la dernière séance, nous avons vu que sans introduire de nouveaux principes au sein de notre théorie, nous pouvions construire un théorème qui permet d'expliquer les phénomènes de lénition et de fortition. Ce théorème est basé sur les relations latérales, le gouvernement et le licenciement, et sur la forme du squelette que l'on considère comme étant une périodicité stricte de position C et de position V. Et cette fois, nous allons voir qu'on peut retirer des principes et obtenir les mêmes résultats, voire des résultats plus intéressants, puisqu'on aura, avec moins de principes, réussi à expliquer autant, voire plus de choses. Alors, ces principes que nous allons essayer de retirer sont justement les relations latérales que l'on a établies tout à l'heure, et nous allons essayer de les remplacer par un autre principe que l'on a introduit en tout début de semestre. Ce principe, c'est le principe de contour obligatoire. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder de nouveau la notion de gouvernement et les phénomènes de dissimulation qui sont à la base du principe de contour obligatoire. Puis nous allons nous pencher sur le cas particulier des attaques branchantes, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais qu'on n'a jamais vu en détail. Et enfin, nous verrons que le pendant, l'opposé du gouvernement, le licenciement, peut être lui aussi remplacé par un autre type de phénomène. Alors, donc tout d'abord, revoyons un petit peu ce qu'on entend par gouvernement, ce à quoi sert le gouvernement et les phénomènes de dissimulation. Donc le gouvernement, on l'a vu, c'est une relation qui permet d'expliquer un phénomène assez courant qui est l'alternance voyelle zéro. Le fait qu'on puisse avoir dans certains cas au sein d'une racine une voyelle, quelle qu'elle soit, et dans d'autres cas, on n'a plus cette voyelle. Donc en français, par exemple, on a une voyelle qui est assez optionnelle, qui peut apparaître ou ne pas apparaître, c'est le schwa. Dans des mots comme la première colonne, vous avez vaguement, seulement, faussement, samedi, et vous pouvez faire disparaître le schwa, comme je viens de le faire, ou vous pouvez le faire apparaître vaguement, seulement, faussement et samedi. Et étrangement, dans d'autres cas, le schwa ne peut pas disparaître. Donc, par exemple, vous avez autrement, simplement, tristement, vendredi, mais vous ne pouvez pas avoir autrement, simplement, tristement et vendredi. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'observer. On ne l'observe pas, tout simplement. Et donc la question, c'était pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Pourquoi le schwa peut chuter dans la première colonne et ne peut pas chuter dans la seconde ? Et la réponse, elle était fournie grâce à la relation latérale qu'est le gouvernement. On avait vu qu'il existe un principe des catégories vides qui dit qu'une position peut rester vide, donc en admettant que le squelette n'est fait que d'une suite de positions C et de positions V, une position, notamment vocalique, peut rester vide uniquement si elle est gouvernée. Or, les gouverneurs, les objets qui gouvernent, sont des voyelles pleines. Elles ne peuvent pas être des voyelles vides, à l'exception du cas particulier de la voyelle finale vide. Et donc, dans le cas de autrement, on se retrouve avec deux positions vides. Donc, on a celle qui est après le re et celle qui est avant le re. Celle qui est après le re, comme elle est vide, elle ne peut pas gouverner la position qui précède, celle qui est entre le te et le re. Et donc, je recommence. Si la voyelle qui se trouve après le re est vide, elle ne peut pas gouverner la voyelle qui précède le re. Et donc, on ne peut pas avoir autrement. En revanche, on peut, c'est ça qui est intéressant, on peut faire apparaître un schwa, et dans ce cas-là, tout va bien. Le schwa gouverne la position vide qui précède, et autrement est tout à fait admis. Une autre possibilité que nous n'avons pas évoquée, mais que l'on rencontre aussi, et qui est une prédiction du modèle, c'est qu'on peut aussi faire chuter une position C et une position V. Ainsi, si on fait chuter la position consonantique et la position vocalique qui suit, on se retrouve avec hautement. Et hautement, pareil, on a une seule position V vide, qui est donc gouvernée par la voyelle en que l'on a à la fin, puisque la voyelle qui se trouve après le re a disparu avec le re, et tout va bien. Donc la théorie, elle fait non pas une seule prédiction, elle ne prédit pas seulement l'apparition du schwa, elle prédit également la possible chute de la consonne qui se trouve entre le te et le me. Et effectivement, on ne peut pas avoir autrement, mais on peut avoir autrement ou hautement. Et alors, il y a une autre prédiction encore que je n'ai pas évoquée, c'est l'apparition du schwa, cette fois-ci non pas entre le re et le me, mais entre le te et le re. On pourrait imaginer hautement, parce que ça irait tout à fait aussi, puisque dans ce cas, c'est la situation dans laquelle le en gouverne la position V vide entre le re et le me, donc celle-ci est vide, elle ne peut pas gouverner la position entre le te et le re, et donc la position entre le te et le re est réalisée par un schwa, hautement. Alors on ne le trouve pas en français standard, mais on le trouve dans des dialectes.
Donc c'est tout à fait juste. C'est une prédiction qui s'avère juste également. Donc ce que prédit la théorie, surtout, c'est qu'on ne peut pas avoir 3 consonnes qui se suivent, à l'exception du cas particulier des attaques branchantes que l'on va voir un petit peu plus loin. Et c'est cette prédiction qui s'avère valide. Ce n'est pas la réalisation exacte que l'on va obtenir que prédit la théorie, c'est la contrainte. Le fait qu'on ne peut pas avoir quelque chose et qu'on doit avoir autre chose à la place. Bon, donc la théorie fait une prédiction qui est très intéressante à ce niveau-là, et du coup, l'utilisation des relations latérales est tout à fait justifiée, puisque ça a un intérêt, ça permet de faire des prédictions. Il y a un autre phénomène que l'on a commencé à aborder avec le cas des dissimulations, c'est le fait que les langues, en général, acceptent pas trop d'avoir 2 segments qui se suivent et qui sont trop semblables. Alors, on connaît un exemple en anglais qui est assez parlant. En anglais, vous avez un marqueur du pluriel qui est soit ce, soit the, et encore une autre forme qu'on va voir un petit peu plus loin en petit b. Donc soit ce, soit the en fonction de la sonorité du segment qui précède. Donc si on parle maintenant de mots qui se terminent par une consonne en particulier, si le mot qui se termine par une consonne qui précède se termine par une consonne sourde, alors on a généralement ce. Par exemple, cliff, cliffs au pluriel. Si la consonne qui précède est sonore, on a bed, beds, avec un the. Donc ça, c'est une bête assimilation de voisement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce qui est intéressant, c'est que le se, il est coronal et il est sourd et fricatif. Et ce qui est intéressant, en petit b, c'est que lorsque ce se est précédé d'une consonne qui est également fricative et coronale, qu'elle soit sourde ou sonore, eh bien, il se passe quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, c'est qu'une voyelle apparaît. Donc, au lieu d'avoir fish, fishs, ou buzz, buzz, on a fishes et buzzes. Vous voyez qu'une voyelle apparaît spécifiquement entre 2 consonnes qui ont 2 traits en commun. La coronalité, donc le fait d'être prononcé avec l'apex qui est vers l'avant du palais dur, et la fricativité. En A, en petit a, le F avait en commun avec le se d'être fricatif, mais n'avait pas en commun d'être coronal, puisque le fe est labiodentale. Le de avait en commun avec le se d'être coronal, mais il n'avait pas le trait fricatif en commun avec le se. Et donc, la concaténation de ces 2 sons ne posait pas de problème. Mais dans le cas de fish et buzz, problème, trop semblable, donc on rajoute une voyelle. Vous voyez ? Donc c'est pas exactement les cas de dissimulation. Un cas de dissimulation comme ceux qu'on a vus précédemment, mais ça s'en rapproche. La contrainte est la même. On ne peut pas avoir 2 segments trop semblables adjacents. Alors, je dis adjacent, mais on l'a vu, cette adjacence, elle est très théorique. Il faut que le rapport soit local, mais pas forcément adjacent dans le signal sonore. On a vu que les segments étaient organisés sur des tirs, et l'adjacence concerne 2 segments qui se trouvent à côté sur une tire en particulier. Alors, par exemple, prenons le cas du latin. En latin, on observe un suffixe qui permet de former des adjectifs. Et ce suffixe, alors, il a donné généralement al en français, comme normal par exemple. C'était alice en latin. Eh bien, il se trouve que ce suffixe alice, parfois, il change de forme en fonction des consonnes qu'il y a dans la racine. On va prendre quelques exemples. Prenez les 3 premières lignes en petit a. Vous avez les racines nau, épiscope et infiti. Ça vous donne naualis, episcopalis et infitialis. Là, rien ne se passe de particulier. En revanche, si on regarde ce qui se passe en petit b, vous avez sol, lun et milit. Et bien là, au lieu d'avoir militalis, lunalis et militalis, et solalis, pardon, vous avez solaris, lunaris et militaris. C'est exactement le même suffixe. Il a donné R en français, militaire, solaire, lunaire, mais c'est exactement le même suffixe que alice. Il est conditionné par les segments qu'il y a dans la racine. Or, qu'est-ce qu'il y a dans la racine ici qu'il n'y avait pas dans petit a ? Eh bien, c'est le le. Vous avez un le dans sol, vous avez un le dans lun et vous avez un le dans milit. Eh bien, le fait qu'il y ait un le dans la racine fait que le du suffixe s'est changé en r. Donc, c'est une dissimulation. On a 2 segments qui sont voisins sur la tire des latérales, des liquides en particulier. Et eh bien, le deuxième a dû changer de forme pour que cette suite s'interrompe.
Et cette idée que la localité se fait à un niveau théorique sur des tirs, elle est confirmée par le cas en petit c, même si celui-ci paraît être une exception au départ. Alors vous avez en petit c 3 racines, flor, sépulcre et litor, qui ont tous les trois un L aussi. Flor, sépulcre et litor. Et donc on s'attend à ce que le suffixe ne soit pas alis, mais aris. Floraris, sepulcraris et litoraris. Eh bien, c'est pas le cas. On a à la place floralis, sepulcralis et litoralis. Alors pourquoi c'est un le? Eh bien, regardez bien ce qui se passe dans la racine. Vous avez un le, c'est vrai, mais vous avez aussi autre chose. Vous avez un r qui suit le le. Flor, sépulcre et litor. Eh bien, ce r, il se trouve sur la même tire, on l'a défini tout à l'heure, la tire des liquides. Il se trouve sur la même tire et il sépare les deux L, celui de la racine et celui du suffixe. Et comme il les sépare, eh bien la dissimulation ne s'applique pas, puisque les deux L ne sont pas dans un rapport local. Donc vous voyez que cette localité, elle reste vraie, elle reste valide, mais elle n'est pas définie au niveau du signal. Elle est définie à un niveau plus abstrait, au niveau des tirs sur lesquels s'organisent certaines catégories de segments et pas d'autres. Alors là, on a vu un exemple de dissimulation à distance qui se fait entre consonnes, mais on peut avoir aussi des dissimulations entre voyelles. C'est le cas dans certains dialectes du russe où on a ce qu'on appelle un akanier dissimulatif, peu importe le nom. C'est un phénomène selon lequel le résultat de la réduction vocalique des voyelles A et O, qui est A dans ces dialectes, eh bien ce A, en position non accentuée, il alterne parfois avec un schwa. Donc au lieu d'être A, eh bien, il s'abaisse un petit peu, il se referme un petit peu, et on a à la place un E. Et où est-ce qu'on a ce E? Eh bien, c'est lorsque la syllabe suivante contient une voyelle A accentuée. Prenons quelques exemples. Vous avez en petit A, Naroi, Travu, Iskaje. Le A de la racine, à chaque fois, est non accentué. L'accent est ici marqué par le soulignement de la voyelle. Donc, Naroi, Travu, Iskaje. Qui veut dire un pied à l'instrumental ou une jambe à l'instrumental, l'herbe à l'accusatif et dit. Et en petit b, vous avez exactement les mêmes racines, les mêmes radicaux, mais cette fois-ci à un autre cas. Vous avez naga, le pied, trava, l'herbe, nominatif, et skazal, il a dit. C'est exactement la même racine, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un a, vous avez un schwa. Et ce schwa, eh bien, il est présent dans ce cas particulier parce que la voyelle suivante est un A. Et donc sur la tire des voyelles, on ne peut pas avoir deux A qui se suivent. Et pour ne pas avoir ces deux A qui se suivent, eh bien il se passe quelque chose, et ce quelque chose aboutit à la formation d'un schwa dans la première syllabe. Et on a vu que ces phénomènes de dissimulation ou d'apparition d'une voyelle en anglais s'expliquaient par le principe de contour obligatoire qui nous dit qu'au niveau mélodique, les éléments adjacents sont prohibés. Et puisqu'ils sont prohibés, c'est un peu comme le principe du gouvernement tout à l'heure, il doit se passer quelque chose. Alors ce quelque chose peut être à peu près tout et n'importe quoi, du moment que la contrainte est satisfaite. Donc on ne prédit pas exactement ce que l'on va avoir, mais on prédit ce que l'on ne peut pas avoir. Ce qui est quand même une prédiction. Donc dans le cas de l'anglais, eh bien, lorsque les deux segments contiennent les traits coronal fricatif dans le che et coronal fricatif dans le ze, eh bien une voyelle intervient entre les deux pour les séparer. Exactement comme le cas du re en latin qui a séparé les deux L. Donc, il faut pour cela admettre qu'on a une tire commune entre tous ces segments-là, ce qui se défend puisque le i a quelque chose en rapport avec la coronalité, vers l'avant du palais dur. Et dans le cas du latin, donc là on a un ajout qui vient réparer la dissimulation. Et dans le cas du latin, au lieu d'avoir un ajout de matériel, eh bien on a quelque chose qui disparaît. Donc on avait solalis au départ avec deux latérales. Eh bien le trait latéral du deuxième L disparaît et on se retrouve avec solaris. En termes d'éléments, ce qui disparaît, c'est le trait occlusif, puisque le L est une consonne qui bloque le passage de l'air au milieu, mais pas sur les côtés, tandis que le R ne bloque plus le passage de l'air. Et les deux sont coronaux. Donc c'est l'élément occlusif ou le trait plus latéral, en fonction de la théorie des traits que vous employez, qui disparaît. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Eh bien, on peut faire un rapprochement quand même avec l'exemple des alternances voyelle zéro qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi?
Parce que on a deux principes. D'un côté, le gouvernement, le principe des catégories vides, et de l'autre, le principe de contour obligatoire, qui nous disent on ne peut pas avoir ça. Et dans les deux cas, pour réparer la situation, on peut soit rajouter quelque chose, donc ici une voyelle dans fishes, tout à l'heure une voyelle dans autrement, soit on peut retirer quelque chose. Donc on peut retirer le trait latéral de solaris, ce qui nous donne solaris, ou on peut retirer la consonne R de autrement, ça nous donne autrement. Donc on a un mécanisme de réparation qui est identique dans les deux cas, en tout cas qui est tout à fait comparable. Et par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le principe de gouvernement, le principe des catégories vides, qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement ? Plutôt que juste dire, bon, la flèche, c'est quelque chose qui est du domaine de la représentation graphique. Donc il ne nous dit pas vraiment qu'un objet gouverne un autre, c'est du domaine de la formulation. Fondamentalement, ce que nous dit ce principe de gouvernement, c'est qu'on ne peut pas avoir deux positions vides adjacentes. Or, ça vous évoque quoi, ça ? Eh bien, ça vous évoque le principe de contour obligatoire. Donc on peut donner une formulation un peu plus large de ce principe, ce qui ne veut pas dire que l'on apporte un nouveau principe. Non, on élargit un principe qui existe en disant que sur une tire donnée, on ne peut pas avoir deux valeurs identiques adjacentes. Donc, autrement dit, on ne parle plus exactement de trait ou de mélodie. Et encore, le zéro, rien n'est dit que ce n'est pas une mélodie. On a vu que, par exemple, la voyelle froide était une absence de voyelle et qu'elle pouvait être interprétée justement comme un E, une voyelle centrale. Mais bon, on reviendra sur cette question un petit peu plus tard. Donc, on peut proposer une formulation du principe de contour obligatoire qui nous dit qu'on ne peut pas avoir deux valeurs identiques adjacentes sur la même tire. Donc, en l'occurrence, dans autrement, la tire des voyelles. Et puisqu'on ne peut pas avoir ces deux noyaux vides adjacents, ces deux zéros adjacents sur la tire des voyelles, eh bien, il doit se passer quelque chose. Et ce quelque chose, soit c'est comme en anglais avec fishes, on rajoute une voyelle dans la première position ou dans la deuxième, autrement ou autrement pour certains dialectes. Et dans ce cas-là, on n'a plus qu'une seule voyelle vide, donc plus de violation du PCO, du principe de contour obligatoire. Soit on peut retirer quelque chose, comme en latin où on a retiré le trait latéral. Donc ici, on peut retirer la consonne R et la position V qui suit. Dans ce cas-là, on a hautement, et pareil, on n'a plus qu'un seul zéro sur la tire des voyelles, donc on n'a plus de violation du principe de contour obligatoire. Donc, vous voyez que le principe fondamental du gouvernement peut être rapproché du principe de contour obligatoire. C'est le même mécanisme et les deux phénomènes peuvent être unifiés, c'est un mot-clé, unifiés sous la forme d'un seul et même principe. Et là où c'est intéressant, c'est que le principe de contour obligatoire nous permet d'aller même peut-être plus loin que le gouvernement. Pourquoi ? Alors le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas avoir trois consonnes qui se suivent, ou alors on ne peut pas avoir non plus une supergéminée, c'est-à-dire une consonne qui serait non pas longue mais super longue, sur trois positions. Et pourquoi on ne peut pas avoir ce type de consonne ? Parce qu'on aurait à l'intérieur deux positions vides adjacentes, et l'une, la plus à droite, ne pourrait pas gouverner celle qui se trouve juste à sa gauche. Donc c'est pas possible, il faut nécessairement faire apparaître une voyelle ou faire disparaître une position C et une position V. Donc ça c'est pas possible. Toutefois, le gouvernement ne nous dit rien sur les suites de voyelles. Or, dans les langues, c'est comme pour les consonnes, on observe des langues qui ont soit des voyelles brèves, soit des voyelles longues. Plutôt, je vais m'exprimer un petit peu mieux. On peut observer des langues qui ont que des voyelles brèves, et on peut observer des langues qui ont des voyelles brèves et des voyelles longues. Mais on n'a pas de langues qui ont des voyelles brèves, des voyelles longues et des voyelles super longues, c'est-à-dire sur trois positions vocaliques. De même, on n'a pas de langues dans lesquelles on peut avoir une suite de trois voyelles, ce qu'on appelle une triphtongue. Alors, certains parlent de triphtongue, mais c'est souvent plutôt une semi-voyelle suivie de deux voyelles, ou l'inverse, deux voyelles suivies d'une semi-voyelle. Donc c'est un petit peu particulier, ce ne sont pas exactement des triphtongues. Mais imaginons un mot qui ne contiendrait que des voyelles. Eh bien, ce type de mot n'a que deux voyelles, jamais plus. En français, vous n'avez pas de mot plutôt qui serait... Alors, vous avez un mot, par exemple, tel que août. Août, le mois d'août. Alors, certains disent août. Moi, personnellement, je dis août. Et certains disent le mois d'août. Vous avez deux voyelles. Mais c'est le maximum qu'on puisse trouver. Vous ne pouvez pas avoir août, etc. Donc, un mot doit nécessairement contenir des consonnes, mais alors, aucun principe que l'on a établi jusqu'à présent ne le prédit. Le gouvernement non plus. Certains ont proposé justement de généraliser le gouvernement aussi aux positions consonantiques.
C'est le cas de Carvalho dans les années 90. Mais c'est un principe supplémentaire. Cela signifie qu'on a un gouvernement pour les voyelles, un gouvernement pour les consonnes qui n'ont pas exactement les mêmes comportements, puisque ça fait des prédictions sur la coda miroir dans le domaine des voyelles qui est un petit peu étrange. Donc, le gouvernement ne prédit pas cette absence de suite de voyelles, ne prédit pas le fait qu'il faut nécessairement des consonnes dans des mots qui font plus de 3 syllabes. Eh bien, le PCO, lui, prédit cette absence de suite de voyelles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on a vu que ce qui est interdit, ce n'est pas d'avoir 2 noyaux vides. Ce qui est interdit, c'est d'avoir 2 zéros sur la même tire, 2 valeurs identiques sur la même tire, quelle que soit cette tire. En l'occurrence, dans le cas en petit a, c'est la tire des voyelles, donc on ne peut pas avoir une consonne super longue parce qu'on a 2 noyaux vides à l'intérieur, ce qui est proscrit par la théorie. Mais ces deux valeurs vides, ces 2 valeurs zéros, elles peuvent aussi être adjacentes sur une autre tire, comme la tire des consonnes par exemple. Et c'est ce que vous avez en petit b. Lorsque vous avez une voyelle super longue, eh bien vous avez 2 positions consonantiques vides, donc qui sont associées à des positions vides sur une tire, la tire des consonnes, et cette configuration est proscrite par la théorie. Et donc on s'attend à avoir quelque chose qui se passe. Soit un ajout, soit quelque chose qui est retiré, mais on ne peut pas avoir une voyelle super longue. Donc ça, c'est une prédiction de la théorie. On rassemble les deux sous la forme d'un seul et même principe, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors le problème, c'est qu'on fait des prédictions qui s'avèrent être un petit peu plus bizarres, un peu erronées. On va voir que ça n'est pas tant que ça. Prenons le cas d'un mot, en anglais, peu importe, qui se termine par 2 consonnes, comme kept. Alors on peut prendre le français acte, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? Ce mot, il existe, et pourtant, à l'intérieur, on a 2 positions V vides, qui se suivent. Et ça, c'est proscrit par la théorie. On ne devrait pas avoir 2 positions V qui se suivent, 2 positions V vides qui se suivent, puisque sur la tire des voyelles, du coup, on se retrouve avec 2 valeurs 0, ce qui viole le principe de contour obligatoire. On a vu qu'en réalité, c'était le même problème avec le gouvernement. Normalement, c'est totalement proscrit par le gouvernement, puisque la position V finale, elle est vide, alors qu'elle n'est pas vraiment gouvernée par une position non vide à sa droite, et la position qui se trouve entre le P et le T est vide, alors qu'elle n'est pas gouvernée par la position V finale. À moins que l'on ajoute, bien sûr, un paramètre qui dit que la position V finale est un peu particulière. Donc la question, c'est est-ce qu'on va devoir rajouter maintenant un paramètre pour faire la même chose que le gouvernement, ou est-ce qu'on peut faire mieux ? Laissons la question un peu en suspens. Regardons ce qui se passe en petit b, on va voir que c'est la même chose, mais de l'autre côté. On peut avoir des voyelles longues en début de mot, comme eat par exemple, sauf que la présence d'une voyelle longue en début de mot suppose 2 positions consonantiques qui se suivent et qui sont vides. Celle qui est à l'intérieur de la voyelle longue, entre les 2 positions V qui composent la voyelle longue, et puis on a la position C initiale, puisque vous vous souvenez, le squelette est formé d'une suite de séquences CV. Et ça, normalement, c'est proscrit. Or, on a plein de mots qui commencent par une voyelle longue. Même en français, alors on n'a pas vraiment de voyelle longue en français, mais on peut avoir des mots composés de 2 voyelles en début de mot. Par exemple, éolienne. Vous avez 2 voyelles. Et bien pourtant, c'est proscrit par la théorie. Bon. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de bizarre avec la fin du mot, quelque chose de bizarre avec le début du mot. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement symétrique. C'est bizarre avec les consonnes dans la fin du mot, et c'est bizarre avec les voyelles en début de mot. C'est pas rien. Pour l'expliquer, il faut revenir à notre définition du principe de contour obligatoire. On a dit, on a élargi un petit peu ce principe, on a dit que sur une tire donnée, quelle qu'elle soit, on ne peut pas avoir 2 valeurs identiques adjacentes. Donc les plateaux sont prohibés, donc un plateau de valeur, c'est quelque chose qui est plat, qui ne bouge pas, qui ne change pas de valeur. Or, le squelette, c'est une tire. Le squelette est une tire sur laquelle on organise des segments d'une certaine catégorie, des autosegments plutôt d'une certaine catégorie qu'on appelle les positions. Donc c'est une tire. Eh bien, dans ce cas-là, il y a quelque chose qu'on peut prédire que jusqu'à présent, on admettait comme vrai à partir d'un principe qui avait été introduit pour cela en particulier. Donc un principe qu'on appelle un principe ad hoc, en quelque sorte. Et ce principe, c'était que le squelette est formé d'une suite de séquences CV. Vous vous souvenez ?
pour expliquer notamment le fait qu'on avait des alternances consonantiques et des alternances vocaliques. Bon. Eh bien, on n'a plus vraiment besoin de dire que le squelette est formé d'une suite de séquences CV. On n'a plus besoin de l'établir comme principe, en tout cas. Pourquoi ? Parce que la même réalité, la séquence CV, elle est prédite, à peu près, on va voir que c'est un petit peu différent, elle est prédite par le principe de contour obligatoire. Pourquoi ? Parce que si le squelette représente une tire en soi, on ne peut pas avoir deux positions V qui se suivent, parce qu'il s'agit de deux mêmes valeurs adjacentes. On ne peut pas non plus avoir deux positions C qui se suivent, parce qu'il s'agit de deux mêmes valeurs adjacentes. Donc une position C est nécessairement suivie d'une position V, et une position V est nécessairement suivie d'une position C, mais pas une position V. Et donc cette périodicité des deux types de positions, C et V, elle est totalement prédite par le principe de contour obligatoire. Alors pourquoi je dis que c'est approximatif ? C'est parce qu'il y a une différence tout de même. Lorsque l'on admettait que le squelette est formé d'une suite de séquences CV, on admettait que le squelette commence par une position C et se termine par une position V. Si on admet maintenant que cette périodicité est due au principe de contour obligatoire, alors rien n'oblige le squelette à commencer par une position C. Il peut commencer par une position V, du moment qu'il est ensuite suivi par une position C. Et de même, à la fin du mot, rien n'oblige le squelette à se terminer par une position V. Il peut se terminer par une position C, du moment qu'il est précédé d'une position V. Donc on a plusieurs types de squelettes possibles, soit qui commencent par C et qui terminent par V, soit qui commencent par V et qui terminent par C, soit qui commencent et qui terminent par C, soit qui commencent et qui terminent par V. Et ça, c'est quelque chose qui va dépendre des mots, qui va dépendre peut-être des langues, mais les quatre sont possibles. Les quatre configurations sont possibles, quel que soit le nombre de positions à l'intérieur. Par contre, à l'intérieur, à chaque fois, à l'intérieur de ces deux positions qui sont aux extrêmes, eh bien, on aura toujours une périodicité entre les positions C et les positions V, systématiquement. C'est ce que prédit le PCO. Et alors, cette petite différence avec le modèle CV-CV tel qu'on l'avait défini précédemment, est-ce qu'elle n'implique pas quelque chose finalement ? Alors, revenons sur le cas de Kept. Le cas de Kept était problématique uniquement parce qu'on devait admettre, selon les principes de CV-CV, que le squelette se terminait par une position V. Si on admet que le squelette se termine par une position C, il n'y a plus de problème. Et on comprend tout à fait pourquoi certaines langues admettent les groupes de consonnes en fin de mot. On n'a ajouté aucun principe. Au contraire, on a enlevé un principe. On a enlevé le principe de la périodicité des séquences CV, on l'a dérivé du principe de contour obligatoire, et on prédit quelque chose qui s'avère valide. On n'a rien rajouté. De même, pour IT, le problème venait du fait qu'on était obligé, selon le principe CV-CV, d'admettre que le squelette commençait par une position C. Mais si on admet qu'il n'y a pas de position C, qu'un squelette peut commencer par une position V, eh bien il n'y a plus de problème. On n'a plus qu'une seule position C vide, ce qui n'est pas un problème pour le PCO. Et dans ce cas-là, IT est tout à fait permis. Donc vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que nous n'avons strictement rien ajouté à la théorie. Nous avons retiré deux principes, le gouvernement et le principe CV-CV. Et on les a rassemblés, on les a fusionnés avec le principe de contour obligatoire, qui est l'un des premiers principes que l'on a vus en tout début de semestre. Et ce seul principe de contour obligatoire permet de prédire les alternances voyelles 0 et les suites de consonnes et les suites de voyelles. Donc vous voyez que c'est plutôt intéressant quand même, et c'est ça que doit chercher à faire une théorie. Essayer de réduire le plus de phénomènes possible au plus petit nombre de principes possibles. Alors on va voir que ça permet aussi d'autres prédictions, le fait qu'un squelette peut se terminer par une position C et pas seulement V, notamment dans le cadre de l'accent. Alors regardez comment est placé l'accent dans une langue qui s'appelle le Miwok des lacs, qui est une langue parlée en Amérique du Nord. Dans cette langue, il se trouve que l'accent tombe toujours, de façon régulière, sur la dernière syllabe, alors pas exactement la dernière syllabe du mot, mais la dernière syllabe du mot qui a soit une voyelle longue, soit une coda. Alors, une syllabe qui a une voyelle longue ou une coda, c'est une syllabe, vous vous souvenez, qui a une rime branchante. On appelle ça aussi une syllabe lourde, une syllabe complexe. Donc on va parler de syllabe lourde ici. Donc la dernière syllabe lourde du mot porte l'accent. En petit a, vous voyez que dans kadata, c'est le K, c'est la première syllabe.
puisque les deux syllabes suivantes sont légères. Elles ont qu'un noyau et pas de coda. Un noyau qui n'est pas long et pas de coda. Dans kat, eh bien c'est le kat qui porte l'accent, parce qu'on voit qu'il y a une coda et puis il y a une voyelle longue. Dans kele, c'est le lé qui porte l'accent, parce que ke et lé, à la fin, sont des syllabes légères. Donc là, vous voyez que la longueur de la voyelle attire l'accent. Ensuite, en petit b, on va voir que c'est la coda qui attire l'accent. Donc toujours, ce sont des syllabes lourdes, hein, mais cette fois-ci, le poids de la syllabe est dû à la présence d'une coda. Donc vous avez kad côté, où ku et t sont des syllabes légères, et kad, c'est la seule syllabe lourde. Pokki, pok est la seule syllabe lourde. Shikele, kel est la seule syllabe lourde. Le li qui suit est une syllabe légère. Donc jusque-là, ça se vérifie. Maintenant, regardons ce qui se passe en petit c. Vous avez dolomen, ketelwai, bukhal plutôt. Et là, c'est un peu plus bizarre. Pourquoi ? Parce que la syllabe qui porte l'accent ici n'est pas la dernière syllabe lourde du mot. La dernière syllabe lourde du mot, a priori, c'est la dernière syllabe. Men, puisqu'il y a une coda, wai, puisqu'il y a une coda, et khal, parce qu'il y a une coda également. Donc pourquoi cette coda semble ne pas compter ? Donc vous doutez que c'est en rapport avec la fin du mot, puisqu'on a vu que la fin du mot est sujet à plein de bizarreries dans les langues, et il y a même un concept qui est né pour ça, bon, c'est le noyau vide final, mais même avant, la notion de consonne extrasyllabique. Donc un linguiste classique vous dirait, bon, c'est une consonne extrasyllabique, elle n'est pas comptée, et donc la dernière syllabe lourde, c'est la syllabe qui précède. Bon. Mais comment expliquer ça ? Eh bien, c'est tout simple. On vient de le voir. Si un squelette ne se termine pas nécessairement par une position V, il suffit de dire que dans dolomen, le mot ne se termine simplement pas par une position V, mais par une position C. Autrement dit, lorsque vous avez une syllabe lourde, vous avez deux positions V. Lorsque c'est une voyelle longue, les deux positions V sont les deux positions sur lesquelles est associée la voyelle. Et lorsque vous avez une syllabe lourde avec une coda, eh bien, vous avez la position V du noyau et la position V qui suit la coda. Sauf que si la coda est en fin de mot, la position V n'est pas obligatoire, puisqu'elle n'est pas suivie d'une position C. Donc, si elle n'est pas obligatoire, elle peut simplement ne pas exister. Rien ne permet de dire qu'elle existe, même pas un principe théorique. Et dans ce cas-là, on comprend tout à fait pourquoi l'accent tombe non pas sur le men de dolomen, mais sur le lo, parce qu'il n'y a qu'une position V dans la dernière syllabe. Donc là, on vient de voir que on peut prédire tous ces phénomènes, même des phénomènes accentuels, grâce au principe de contour obligatoire et en faisant totalement abstraction du gouvernement et du principe CVCV. Maintenant, nous allons voir le cas particulier de groupes consonantiques qui fonctionnent très bizarrement dans les langues. C'est ce qu'on appelle des attaques branchantes. Alors, avant d'aborder le cas des attaques branchantes, on va revenir un petit peu sur le squelette. Donc, on a vu que le squelette était une suite ininterrompue, ou plutôt une suite périodique, c'est-à-dire sans interruption de la périodicité, entre des positions C et des positions V, et que cela était dû, on l'a maintenant établi, dû au principe de contour obligatoire, qui dit qu'on ne peut pas avoir deux positions identiques adjacentes. Bon, alors si c'est vrai, ça signifie que finalement, les positions du squelette, c'est un peu des éléments, c'est des traits, un peu comme le reste. Or, effectivement, il existe des traits qui sont propres aux voyelles et des traits qui sont propres aux consonnes. Alors, les traits qui sont propres aux consonnes, vous les connaissez. Il y a alors, le lieu d'articulation, c'est commun aux voyelles et aux consonnes, I et OU notamment. Et les segments qui sont propres, les éléments qui sont propres aux consonnes sont les éléments de mode. L'élément occlusif et l'élément fricatif petit h, que j'ai ici représenté par grand H. Ça dépend un petit peu de tes théories. Et l'élément propre aux voyelles, on l'a déjà abordé, même si on avait évoqué un petit débat dessus, c'est l'élément A. L'élément A, on a vu que peut-être il pouvait représenter la coronalité dans les consonnes, mais il n'y a rien de très sûr, rien de parfaitement établi, alors que pour les I et le OU, c'est très clair. Le I, c'est la palatalité, le OU, c'est la bilabialité. Mais l'élément A, c'est un peu plus bizarre. On essaye de le ramener dans le domaine des consonnes, mais c'est surtout un élément des voyelles. Donc on peut tout simplement partir du principe qu'une position C, c'est un ensemble d'éléments, les éléments de mode,
Et une position V, c'est un élément A. Et on comprend pourquoi une voyelle 0, une voyelle froide, se réalise sous la forme d'un schwa en français. Parce que une voyelle froide, normalement, c'est un U, mais associée à une position V, elle prend une valeur de A qui lui ouvre un petit peu son aperture, ce qui nous donne E. Bon, donc admettons maintenant qu'on a des éléments à la place de ces positions, ou pas vraiment à la place, mais que ces positions sont des éléments, parce que la position est finalement un terme très abstrait, ça ne correspond pas à grand-chose. Là, on est en train de détruire la dichotomie qu'il y a entre éléments et position. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on applique encore une certaine économie dans le domaine. Au lieu d'avoir et des positions et des éléments, on n'a plus que des éléments. Et alors, pourquoi j'en parle? Eh bien, on va voir juste après, mais il se trouve qu'il y a des groupes consonantiques qui ont des propriétés, donc, je le disais, très très bizarres. Ces groupes consonantiques, c'est ce qu'on appelle des attaques branchantes. Les attaques branchantes, ce sont des groupes de consonnes, c'est pour ça qu'on appelle ça branchant, c'est-à-dire complexes, des groupes de consonnes qui peuvent apparaître en début de syllabe, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes de consonnes. En français, par exemple, on l'a vu, on peut avoir ple, on peut avoir pre plutôt, on peut avoir tre, on peut avoir cle, gle, et puis plein de groupes formés avec le se. Ste, stre, skle. Le se, on va le mettre un petit peu de côté parce que c'est vraiment une consonne très 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 bizarre. Mais dans les autres cas, on voit qu'à chaque fois, la généralisation que l'on peut faire, c'est qu'on a une occlusive, en l'occurrence, ou une obstruante plutôt, avec des frigatives aussi, on a fle, fre, suivie d'une liquide. Donc, obstruante plus liquide, ça forme une attaque branchante qu'on peut trouver en début de syllabe, donc par exemple en français, typiquement en début de mot. Et alors ces attaques branchantes, elles ont des propriétés très particulières. Premièrement, ce sont des groupes consonantiques, ils peuvent être divisés, on va le voir. Deuxièmement, ils se comportent comme des consonnes simples. Alors pourquoi? Il suffit de voir en français. En français, on ne peut pas avoir n'importe quel groupe de consonnes en début de mot. Par exemple, ktre, on ne peut pas avoir ça en début de mot. Kte, on ne peut pas avoir ça en début de mot. Mais les attaques branchantes, on peut les avoir, comme les consonnes simples. Donc c'est un comportement plutôt de consonnes simples. Et enfin, les attaques branchantes n'ont pas de poids. C'est-à-dire qu'elles ne portent pas de mort, contrairement au coda. Et donc n'influencent pas le placement de l'accent en latin. On le reverra un petit peu plus tard. On l'avait déjà abordé. Alors, on va voir chacun de ces critères un par un. Donc, par exemple, en gothique, on peut voir des attaques branchantes au début de mots, comme en français, comme dans beaucoup de langues indo-européennes. Et ces attaques branchantes, on voit qu'elles peuvent se décomposer. Donc, il s'agit bien de deux positions et pas d'une seule position, pas d'une seule consonne. Parce qu'après tout, c'est quelque chose qu'on pourrait admettre, qu'il s'agit d'une consonne, en fait, qui est réalisée sous la forme d'un truc qui change dans le temps, mais ce serait un seul segment phonologique. Bon, on va voir que non. Alors, on a des verbes en gothique, comme tekan, skedan, gestalten, fresen, greten, slepen. Et au parfait, donc une forme du passé, on peut former, à partir de ces racines, quelque chose qui est réalisé à partir d'une sorte de préfixe « et » d'abord, et d'une réduplication, d'une répétition, d'une partie de l'attaque initiale. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, lorsque on a une seule consonne au début de la racine, cette consonne est répétée juste avant le préfixe « et ». Ça donne « tetok ». On n'a pas « etok », on a « tetok ». Et si la consonne n'est pas « te », eh ben on aura une autre consonne à la place du « te » de « te ». Alors, lorsqu'on a des groupes consonantiques avec un « se », le groupe consonantique est totalement répété avec la consonne. Donc, c'est un peu spécifique, les groupes consonantiques avec ça. Donc, par exemple, « skedan », ça vous donne « skesketh ». C'est le « ske » qui est répété. Lorsqu'on a ste, ça vous donne gestestel, avec un ste qui est répété. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des attaques branchantes de type obstruante plus liquide, donc fr, gr et sl, eh bien, ce n'est pas le groupe consonantique entier qui est répété, mais uniquement la première partie. Fresan vous donne fefres. Gretan vous donne gegrot. Slepan vous donne seslep. Donc pas frefres, gregrot et sleslep, mais uniquement fefres, etc. Donc on n'a qu'une seule consonne sur les deux qui est répétée. Autrement dit, il s'agit bien d'un groupe consonantique qui peut être décomposé et pas une seule consonne sur une seule position.
L'autre paramètre, l'autre propriété des attaques branchantes, c'est qu'on l'a dit, elles se comportent comme des segments simples. Donc on va prendre un exemple très simple, hein, le mot actrice, alors ici vous l'avez en anglais, mais c'est pareil, actress, actrice, vous avez 3 consonnes qui suivent. Or, on a vu que le principe de gouvernement, le principe des catégories vides, qui régit le gouvernement, empêche normalement d'avoir 3 consonnes qui se suivent. Donc en termes de gouvernement, la position V qui se trouve entre le te et le re, elle est vide, donc elle ne peut pas gouverner la position qui se trouve entre le que et le te. Donc normalement, ça, c'est pas possible. Dans une théorie avec le PCO, qu'on a abordé dans la première section de cette séance, eh bien, on a 2 voyelles vides qui se suivent. Donc sur la tire des voyelles, on a 2 zéros qui se suivent. C'est pas possible, ça viole le principe de contour obligatoire, et donc on ne peut pas non plus avoir ces 3 consonnes qui se suivent. Mais il se trouve que dans ce groupe de 3 consonnes, on a une obstruante et une liquide qui se suivent, autrement dit une attaque branchante, et qui se trouve en début de syllabe, pas en fin de syllabe. Et bien, parce que c'est une attaque branchante, bizarrement, c'est permis. Et donc on a actrice, comme si le tre n'était qu'un seul segment. Et c'est ce que vous avez en B, en petit b. Si on admet que le tre est sur une seule position, eh bien, tout est tout à fait correct. Donc le tre semble fonctionner comme s'il était sur une seule position, comme si c'était qu'une seule consonne et pas 2. Et pourtant, on a vu que c'était des groupes consonantiques qui pouvaient être décomposés. Donc on a une sorte de paradoxe là, qui se crée. Maintenant, dans le placement de l'accent en latin, on l'avait vu déjà précédemment, l'accent latin se place sur la 3e position V à partir de la fin. Donc facere, par exemple, l'accent tombe sur le A, sur la 3e position V à partir de la fin. Dans habere, l'accent tombe sur la pénultième, parce que le E étant long, il est sous la 3e position à partir de la fin. Dans arista, pareil, l'accent tombe sur la pénultième, parce que après le se, il y a une position V vide, puisque le se est une coda. Et donc, l'accent tombe bien sur la 3e position à partir de la fin. Et ce qui est bizarre, c'est que dans colubra, si on compte les positions, la position du haut n'est pas la 3e position à partir de la fin. C'est la 4e. C'est la 4e, mais c'est comme si la position V, qui est à l'intérieur du groupe formé par B et R, comme si cette position V était invisible. Donc le B et le R, c'est un groupe consonantique, comme le ST de arista. Eh bien, ce B et ce R, c'est parce que c'est une attaque branchante, c'est-à-dire une obstruante suivie d'une liquide, eh bien, ça fonctionne comme si ce groupe consonantique fonctionne comme s'il s'agissait d'une seule consonne sur une seule position, et comme si donc elle n'avait pas de poids, comme si sa position V n'avait aucune valeur. Donc ça, c'est quand même une bizarrerie avec ces groupes consonantiques qu'il faut arriver à expliquer. Donc voilà, donc vous avez un schéma ici de colubra avec le br sur une seule position, et bien vous voyez que là, le problème n'existe plus, bizarrement. Donc c'est comme si le br était sur une seule position. Et alors, pour l'expliquer, dans un modèle avec le gouvernement, eh bien, Tobias Scher, dans les années 90, a proposé qu'il existait encore un type de gouvernement, qu'on n'a pas évoqué jusque-là, et qui s'applique cette fois-ci non pas entre les positions, mais à l'intérieur des tirs. Donc à l'intérieur des positions qui sont sur les tirs. Alors, comment ça s'exprime exactement ? Eh bien, lorsque vous avez 2 consonnes qui se suivent, vous avez un ensemble de tirs sur lequel se place chacun des éléments des 2 consonnes. Eh bien, l'idée de Scher, c'est que lorsque sur la consonne qui se trouve à gauche, il y a des éléments, par exemple, donc dans le re, il y aurait le i et le a selon son idée, et dans la consonne qui se place juste à droite, ces éléments sont absents, on a à droite quelque chose qui est rempli, et à gauche quelque chose qui est vide. Eh bien, c'est le même principe qu'avec les positions. Lorsqu'on a une position remplie qui gouverne une position vide qui se trouve à sa gauche, l'idée de Scher, c'est que les éléments qui sont pleins à droite gouvernent les éléments, plutôt les positions des tirs qui sont vides à gauche. Et ce gouvernement qu'on appelle le gouvernement infrasegmental, il vient en quelque sorte, il vient isoler la position V qui se trouve entre les 2 consonnes.
Alors, comment ça se fait que cette position V est isolée? Bon, ça, il faudrait revoir des éléments de syntaxe qui sont un petit peu en dehors de la phonologie, mais c'est quelque chose qui nous vient de la syntaxe. Donc ça crée une sorte d'îlot, puisqu'il y a une relation de gouvernement qui s'établit et que le V est à l'intérieur de ce domaine de gouvernement. Ça crée une sorte d'îlot qui est traité séparément du reste. Et donc, dans actrice ou actress, eh bien, le I final, la dernière voyelle du mot, peut gouverner par-dessus cette position V, parce que la position V est comme absente, elle est traitée ailleurs, dans une sorte d'îlot séparé, dans un autre domaine de gouvernement. Bon, c'est quelque chose qui a du sens, hein. Je ne vais pas critiquer cette théorie, c'est quelque chose qui a vraiment du sens, qui est basé sur des postulats syntaxiques et phonologiques. C'est quelque chose qui a vraiment du sens, mais qui est assez complexe. Donc je vous donne simplement les éléments les plus importants, et qui est aussi basé sur une certaine représentation des consonnes. Ici, on admet que le T ne contient pas l'élément A et ne contient pas l'élément I, tandis que le RE les contient, sinon le gouvernement infrasegmental ne peut pas s'établir. Or, vous avez des théories des éléments qui considèrent que le T contient soit l'élément I, soit l'élément A, et donc la relation de gouvernement infrasegmental ici ne peut plus s'établir. Donc, c'est pas quelque chose qui marche à tous les coups, même si c'est peut-être l'une des théories les plus solides dans le domaine de la phonologie autosegmentale. Mais alors, le problème, c'est que, on vient de le voir, il faut rajouter un principe quand même. Je reviens sur la diapo précédente quand même. Il faut rajouter un principe pour expliquer pourquoi ce groupe fonctionne comme si la position V était absente. Il faut rajouter ce principe qu'on a un îlot. Même si ça vient de la syntaxe, même si c'est étayé en syntaxe, on n'en avait pas jusque-là besoin en phonologie. Donc on a besoin de rajouter ce principe pour expliquer l'invisibilité de la position V. Même si, par ailleurs, on peut prédire quels sont les groupes consonantiques qui peuvent former des attaques branchantes ou pas. Alors, une autre théorie qui existe à peu près à la même époque, pour expliquer les attaques branchantes, c'est la théorie de Lovenstam qui considère que une attaque branchante, finalement, c'est pas deux consonnes, c'est une seule consonne sur une position. Donc c'est une explication qui paraît beaucoup plus simple, sauf que le problème, c'est qu'on ne prédit pas quelles sont les consonnes qui peuvent former des attaques branchantes. A priori, là on a fr, mais qu'est-ce qui nous interdit d'avoir f sur une seule position? Rien ne nous l'interdit en soi. Ça c'est le premier problème. Et deuxième problème, dans le cas de la réduplication en gothique, il faut admettre qu'il y a une sorte de décomplexification du groupe consonantique pour rédupliquer uniquement la première partie. Donc c'est un peu problématique quand même. Autrement dit, on a deux théories, la théorie de Scher avec le gouvernement infrasegmental et la théorie de Lovenstam avec l'attaque branchante sur une position, mais ces deux théories, qui ont leurs avantages, ont aussi des inconvénients. Alors, pour expliquer le fait qu'on a un cluster qui fonctionne comme une attaque simple, eh bien, Tobias Scher est plutôt bon. Il nous explique qu'il y a un gouvernement d'infrasegmental, et donc le gouvernement de la voyelle qui suit passe par-dessus un autre domaine, ce qui contredit en partie un élément que j'avais évoqué il y a quelques séances. Et bon, ça explique grosso modo pourquoi on peut avoir ce cluster qui fonctionne de façon un petit peu bizarre. Lovenstam a un peu plus de mal, puisqu'il doit nous parler de décomplexification pour expliquer pourquoi, parfois, la réduplication ne copie qu'une partie de ce qu'il considère être une seule consonne. Et inversement, par contre, pour expliquer pourquoi ce groupe consonantique n'a pas de poids, notamment dans le placement de l'accent, Tobias Scher est obligé d'admettre un nouveau principe, qui est le principe d'invisibilité du noyau lorsqu'il fait partie d'un îlot, tandis que Lovenstam, lui, n'a pas besoin d'admettre de nouveaux principes. Donc, ces deux théories fonctionnent plutôt bien, chacune dans leur domaine, et sont assez équivalentes, mais elles ne permettent pas de faire les mêmes choses. Eh bien, nous allons voir qu'on peut peut-être faire mieux. Alors, par exemple, on va reprendre chacune de ces propriétés, et on va voir ce que cela impliquerait dans un modèle autosegmental qui serait un peu moins contraint. Donc, par exemple, le fait que ce soit un cluster, ça suppose normalement qu'on a deux positions. Donc, un cluster veut dire un groupe. Donc, on a deux positions. Bon, admettons qu'il y a deux positions. Le fait que ces deux consonnes fonctionnent comme si c'était une seule consonne, ça suppose qu'il n'y a pas de noyau vide à l'intérieur, puisque ce qui bloque à chaque fois, c'est la présence du noyau vide. Donc dans actrice, c'est le fait qu'il y ait un noyau vide à l'intérieur qui nous pose problème.
parce que ça viole soit le PCO, soit le principe des catégories vides. Donc il faudrait dire qu'il n'y a pas de noyau vide à l'intérieur. Et le fait que ce groupe consonantique n'ait pas de poids, ne soit pas comptabilisé dans le placement de l'accent, suppose qu'il n'y a pas du tout de noyau dedans, qu'il soit vide ou pas. Vous vous souvenez, dans le placement de l'accent du latin, on ne compte pas que les noyaux vides, on compte les noyaux vides et les noyaux qui ne sont pas vides. Alors là, il faudrait dire qu'il n'y a aucun noyau. Donc on arrive à la représentation que vous avez en dessous avec deux positions consonantiques qui sont chacune associées à une consonne. Bon, c'est ça la représentation qu'on devrait avoir si on applique ces trois propriétés bêtement, disons. Mais alors, est-ce que ça, c'est possible ? Alors, on l'a vu, a priori, non. Non, puisque le PCO nous dit qu'on ne peut pas avoir deux positions consonantiques qui se suivent. Ça viole le principe selon lequel deux valeurs identiques adjacentes sont prohibées sur une tire donnée. Sauf qu'on a vu que les positions consonantiques et les positions vocaliques pouvaient être réduites à des ensembles d'éléments. Or, si c'est le cas, on arrive à la chose suivante. Lorsqu'on a deux occlusives, donc par exemple deux T, c'est ce que vous avez en petit 1 tout en haut à gauche, les positions C de ces deux T sont les mêmes. Ce sont en réalité ce qu'on appelle leur position C, c'est un ensemble qui contient l'élément occlusif et l'élément de bruit, grand H, dans les deux cas, puisque c'est le même mode d'articulation. Donc deux T, ou un P et un Te, ou un Que et un Te, on a nécessairement ces deux éléments-là. Et donc ces deux éléments, ce que vous avez en petit 2, ne peuvent pas être adjacents. Ces deux ensembles d'éléments ne peuvent pas être adjacents parce qu'on aurait une violation du PCO. Donc on est obligé d'introduire à l'intérieur, au milieu, une position vocalique, qui est ici représentée par l'élément A. Bon. En revanche, lorsqu'on a une attaque branchante, on a d'un côté une obstruante qui contient l'élément occlusif et ou l'élément de bruit grand H, et on a à côté une liquide qui contient ni l'élément de bruit, ni l'élément occlusif. Or, qu'est-ce qui se passe ici ? Leurs deux positions C, ce qu'on appelait des positions C, des positions consonantiques, ne sont en réalité pas les mêmes. L'une de ces positions consonantiques contient des éléments que l'autre ne contient pas. Et donc, elles peuvent ne pas être adjacentes. Si on met un ensemble qui contient l'élément occlusif et l'élément H, suivi d'un A, suivi d'un ensemble vide, on ne viole pas le PCO. Donc, on peut mettre une position vocalique entre les deux, mais on peut aussi ne pas en mettre. Ce que vous avez en petit 2 à droite, lorsque vous avez donc une obstruante suivie d'une liquide, vous pouvez très bien avoir un ensemble qui contient l'élément occlusif et l'élément de bruit, et à côté, juste à côté, un ensemble qui ne contient rien du tout. Ça ne viole pas non plus le PCO. Donc le PCO, si on admet que les positions du squelette sont en fait des éléments, le PCO prédit le fait que certains groupes consonantiques peuvent se comporter comme des consonnes simples. C'est simplement qu'ils n'ont pas de position V entre les deux parce que leurs positions consonantiques ne sont pas les mêmes. Et ça permet de prédire les trois propriétés que l'on a vues précédemment. Donc regardez le cas de Fefres. Donc là, je représente par des C des choses qui ne sont en réalité pas identiques. Donc ici, on a l'impression que c'est une violation du PCO, le fait d'avoir deux C qui se suivent dans Fefres. Ce n'est pas le cas. La première position consonantique contient l'élément grand H qui correspond à la friction. Et la position C qui suit est un ensemble vide, puisqu'on n'a pas de friction dans le R. Donc, Fefres, on a deux positions C différentes, qu'on pourrait appeler C petit i et C petit j, par exemple. Donc, on a deux positions consonantiques, et on peut répéter une seule partie de cette position, de ces deux positions, pour avoir Fefres. En petit b, vous avez actress, ou actrice. Donc, les deux consonnes qui forment l'attaque branchante TRE sont sur deux positions C adjacentes, mais en réalité ne sont pas les mêmes, ces deux positions ne sont pas les mêmes, c'est le même principe que précédemment. Et du coup, on se retrouve avec un seul noyau vide, ce qui du coup ne viole pas le PCO, donc c'est tout à fait permis. Et dans le cas de Kolobra, pareil, entre le B et le R, il n'y a pas de position vocalique, parce que leurs positions C, au B et au R, sont en réalité distinctes. Et donc, le troisième noyau à partir de la fin, c'est bien le noyau de O, et non pas le noyau de OU. Donc cette prédiction, elle est plutôt intéressante. Vous voyez qu'on a encore une fois pas ajouté grand-chose, voire on a encore enlevé quelque chose. Il y avait une dichotomie jusqu'à présent entre position d'un côté et éléments de l'autre. On a enlevé cette dichotomie, on a dit les positions finalement c'est des éléments. Donc on n'a pas ajouté de principe, on a retiré un principe. Et le fait de retirer ce principe nous a permis de comprendre pourquoi
on a des groupes consonantiques qui se comportent comme des consonnes simples. Donc c'est ça qu'il faut chercher à faire, unifier. Unifier, c'est-à-dire essayer de rassembler des choses qui semblent répondre à des principes différents sous un seul et même principe, en l'occurrence le PCO. Et il y a des choses qu'on ne peut bien sûr pas ramener au PCO. Donc on a vu tout à l'heure que le gouvernement on pouvait faire l'économie du gouvernement, et la question c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait avec son opposé, le licenciement. Alors on ne peut pas vraiment le ramener au PCO, ou en tout cas pas pour le moment, mais on va voir qu'on peut le ramener au principe de propagation que l'on avait évoqué aussi en tout début de semestre. Alors je rappelle un petit peu le théorème de la dernière séance que l'on a vu et qui permet de rendre compte des phénomènes de lénition et de fortition. Ce théorème, on l'appelle théorie de la coda miroir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la théorie de la coda miroir ? Eh bien, lorsque vous avez une consonne qui est en attaque, soit post-coda, soit initiale, à condition que la langue ait un CV initial, eh bien, cette consonne, elle est licenciée par le noyau qui suit, mais elle n'est pas gouvernée, puisque le gouvernement passe par-dessus et vient cibler le noyau vide à sa gauche. Dans cette configuration-là, la consonne est forte. Elle subit des fortitions, ou en tout cas, elle évite les lénitions. En position intervocalique, on a vu qu'il y avait deux représentations possibles. Ici, je reprends la deuxième. Le gouvernement n'a pas besoin de cibler une position vide, puisqu'il n'y en a pas. La consonne est entre deux voyelles, et donc il va cibler la consonne, en l'occurrence. Donc cette consonne est inhibée, et le licenciement, lui, cible la voyelle qui précède. Donc on a une consonne inhibée qui, du coup, est dans une position faible. Et lorsqu'une consonne est en coda, elle est suivie d'un noyau vide qui ne peut ni la gouverner, ni la licencier. Donc on est également dans une position faible, mais d'un autre type. Bon, alors, ce modèle théorique permet de rendre compte notamment d'une chose assez intéressante qu'on appelle la force des géminés, ou la résistance des géminés. Alors je m'explique. Regardez ces données du farsi, qui est la langue qui est parlée en Iran. Vous avez ici un exemple de cas où on voit que une racine peut changer de forme en fonction du suffixe qui suit. Donc vous avez en petit a, si vous comparez avec petit b, vous avez la racine qui veut dire nouveau. Donc c'est comme en latin, hein, nou, comme dans nova, bon, et qui a donné nouveau. Et donc en petit a, vous avez cette racine avec rouz, et ça vous donne nouvelle année, Nowruz. Et en petit b, vous avez novin. Avec in, ça vous dit autre chose, c'est nouveau type, nouveau genre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que devant le re de rouz, on a un w, mais devant la voyelle de in, on a un v. Alors même chose avec un autre mot, hein, juste au-dessus, vous avez, alors je crois que ça se prononce je en l'occurrence, jo, et puis en dessous, jevin. Pareil, vous avez une alternance entre le w en position finale et le v devant une voyelle. Ça, c'est un cas que vous devriez comprendre maintenant, vous devriez repérer assez facilement. En petit a, la consonne finale de la racine se trouve en coda, soit interne, soit finale. En petit b, elle se trouve en position intervocalique. Donc elles ne sont pas dans les mêmes configurations latérales, et elles ont donc un traitement qui est différent. Et ce qui nous intéresse, c'est maintenant ce qui se passe en petit c. En petit c, vous avez des géminés, donc des consonnes longues. Or, dans une géminée, la consonne elle a deux statuts syllabiques différents. Elle a le statut de coda de la syllabe qui précède et le statut d'attaque de la syllabe qui suit. Donc vous avez evel, morovet. Donc le ve fait à la fois partie de la syllabe qui précède et de la syllabe qui suit. Mais alors, si le ve fait partie de la syllabe qui précède, qui est donc en coda, on devrait s'attendre à avoir euvel et morouvet, puisque le ve est en coda. Donc devrait avoir le même traitement qu'en petit a. Eh bien, cette spécificité des géminées, elle s'explique assez facilement par le modèle autosegmental, puisque une géminée, c'est la projection d'une consonne sur une tire, sur une projection donc sur deux positions consonantiques. Mais c'est la même consonne. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous avez le cas d'une géminée en petit a, eh bien la voyelle qui suit gouverne le noyau qui est à l'intérieur de la géminée, puisque celui-ci est vide, et la voyelle donc licencie la consonne qui se trouve juste avant. Or, cette consonne, eh bien, c'est la géminée. Autrement dit, la partie qui se trouve en coda de cette géminée
se retrouve à avoir exactement le même traitement que la partie qui se trouve en attaque, puisque c'est exactement la même consonne. Et cette consonne, elle est licenciée, comme une attaque intervocalique, comme une attaque post-coda. Donc on ne s'attend pas à avoir le traitement d'une coda en réalité, puisque c'est la même consonne qui se trouve en coda et en attaque. Et donc la situation est exactement la même qu'en petit b, vous avez une consonne qui se trouve en position post-coda, avec le noyau qui suit, qui gouverne le V vide qui précède, et ce noyau qui licencie la consonne qui précède post-coda. Donc. Alors le problème, c'est que là, il semblerait que la théorie de la coda miroir permet d'expliquer cette résistance spécifique des géminés. Le problème, c'est que cette résistance des segments longs, elle ne concerne pas que les géminés. Elle concerne également les voyelles. Or, la théorie de la coda miroir ne dit rien sur les voyelles. Donc, prenons un exemple. En coréen, vous avez des radicaux qui contiennent des voyelles parfois brèves, parfois des voyelles longues. Donc, par exemple, en petit a, vous avez pam, qui veut dire une nuit, et en petit b, vous avez pam, avec une voyelle longue. Eh bien, il se trouve que lorsque l'on met un suffixe i qui existe en coréen, en petit a, lorsque vous avez une voyelle brève, le a de la racine devient a, il devient antérieur. Donc c'est une assimilation, une harmonie vocalique qui se produit et qui antériorise la voyelle a. Donc pam devient tami, cagne devient cagne, tam devient tami, etc., etc. Mais lorsque la voyelle est longue, bizarrement, elle échappe à cette assimilation. Elle échappe totalement à l'harmonie. Vous avez pam, mais pami. Cagne, mais cagne. Et pas cagne ou tami. Vous voyez que la longueur ici permet de résister à quelque chose, encore une fois. Autre cas intéressant, quelque chose qui n'est pas prédit par la coda miroir, comme on va le voir. En tamazight, vous avez, alors dans certains dialectes, ce qu'on appelle les dialectes qui ont une spirantisation des occlusives dans certains cas, vous avez une alternance entre occlusive et fricative. Et cette alternance, on l'observe par exemple dans les cas suivants, où on compare la forme qu'on appelle la forme 0 et la forme intensive. Et on observe que lorsqu'on est dans une forme 0, la deuxième consonne de la racine est brève. D'accord ? Les voyelles ne font pas partie de la racine, c'est une langue sémitique comme l'arabe. Donc la racine, en l'occurrence, ici, c'est n, v, ch. Donc la deuxième consonne de la racine est brève, et il se trouve que c'est une fricative. Donc n, vesh, ervel, vous avez une fricative. Pareil avec les autres fricatives, efthir, enthir, evdu, endu. Et ensuite, vous avez des cas particuliers avec des racines qui ont un peu moins de consonnes pour des raisons un petit peu complexes. Et donc, cette deuxième consonne, elle est brève et c'est une fricative. Eh bien, dans la forme intensive, il se trouve que cette deuxième consonne s'allonge. Et là, ce n'est plus une fricative, c'est une occlusive. Nebesh, rebel, fetel, netel, veddu, etc. Alors, on sait que c'est normalement une occlusive, puisque dans la forme 0, vous avez dans certains dialectes enbesh, erbel, etc. Mais dans les dialectes avec spirantisation, ce n'est pas le cas. Bon, alors le problème, c'est que cette alternance entre le v et le b, entre le th et le t, et entre le v et le d, même entre le y et le g, elle ne s'explique pas selon la coda miroir. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que la résistance des géminés s'expliquait par le fait qu'elles sont dans une position de consonne post-coda, d'attaque post-coda. Or, la deuxième consonne du radical dans la forme 0, qui est fricative, elle se trouve aussi en position post-coda, dans envesh, ervel, etc. Elle est aussi en position post-coda. Même chose en norrois, où vous avez des racines à l'infinitif qui peuvent contenir une fricative en fin de mot, ou quelque chose qui est réalisé comme une fricative en tout cas. Donc c'est le cas de kleda, leida, reda, strida en A. Et en B, vous avez, alors ça ressemble pas toujours à une fricative parce que c'est de l'orthographe, mais c'est prononcé teva, leiga, enfin c'était prononcé fulga et gera. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que lorsque on met ensuite le suffixe du passé, à la première personne du singulier, qui est à la forme va normalement, eh bien, lorsque ce suffixe
est précédé d'une fricative the, coronale aussi, on a une géminée qui se forme et qui est occlusive. Kledda, leida, redda, stridda. Et en petit b, lorsque cette consonne du suffixe n'est pas précédée d'une coronale, pas précédée d'une consonne du même type, eh bien, vous gardez une fricative. On a une consonne simple qui est fricative. Deida, leida, fulgda, etc. Et de même, là, on ne comprend pas pourquoi les traitements sont différents, puisque dans les deux cas, cette consonne est en position attaque post-coda. Donc, cette différence de traitement n'est pas prédite par la théorie de la coda miroir. Maintenant, on va voir encore un cas un petit peu particulier qui va nous montrer autre chose. C'est le cas du somali. Alors, on a vu qu'en Somalie, en position intervocalique, il y avait une spirantisation. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière séance. On a une spirantisation des occlusives. Donc, par exemple, eh bien, vous avez darknava et vous avez un the au milieu qui est en réalité en forme phonologique un te. Et on sait que c'est un te puisque après une consonne, ça donne effectivement te. Bon, donc ça c'est la première forme du singulier. Bon, peu importe. Et à la deuxième forme du singulier, on rajoute un autre morphème te que l'on voit aussi sous cette forme dans certains contextes. Mais sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que le te de la première personne et le te de la seconde personne, alors c'est pas vraiment le te de la première personne, hein, c'est le te d'une certaine forme verbale, plus le te de la seconde personne du singulier, lorsqu'ils sont mis côte à côte, nous donnent non pas une géminée, comme ce à quoi on s'attendrait, mais ça nous donne une consonne simple, une seule, mais qui est plus forte que la fricative que l'on a dans darknada. Et au lieu d'avoir une fricative, on a un te, donc darknata. Autrement dit, cette consonne fonctionne comme s'il s'agissait d'une géminée, et on sait que morphologiquement, c'est une géminée, mais elle résiste à la spirantisation, mais en revanche, elle est réalisée sous la forme d'une consonne simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la gémination virtuelle, ou une géminée virtuelle. C'est-à-dire, on sait que c'est une géminée parce que morphologiquement, on sait qu'on a deux consonnes qui se suivent. Ce groupe de consonnes résiste à certains processus de lénition, mais pourtant, ce groupe de consonnes est réalisé sous la forme d'une seule consonne. Même chose en takba, où vous avez un phénomène de lénition qui concerne les occlusives entre deux voyelles. Donc, par exemple, vous avez normalement une racine ko, ti, avec un suffixe t, qu'on trouve après des consonnes, et à la place du te, on a un r qui est prononcé parce qu'on est en position intervocalique. Kore. Le de fed est réalisé le, fait-le. Le que de kak, avec le suffixe o, est réalisé ka, etc. Et en revanche, et c'est ce qui est intéressant, en B, lorsque vous avez une racine qui se termine par une consonne, mot ou encore une fois fed, qui est la même qu'en petit a, et que vous rajoutez un suffixe qui commence par une consonne coronale et occlusive, eh bien, l'ensemble résiste à la lénition, donc autrement dit, par exemple, vous n'avez pas feli, comme on pourrait s'attendre à avoir, vous avez donc un ensemble qui résiste à cette lénition, donc on garde une occlusive, mais cette occlusive est réalisée sous la forme d'une consonne brève, au lieu d'une consonne géminée. Alors que pourtant, morphologiquement, on sait qu'il s'agit bien d'une géminée. Donc c'est ce principe de gémination virtuelle qui s'applique, qui montre simplement que la réalisation des segments n'est pas toujours, ne reflète pas toujours la phonologie du mot. Vous avez aussi quelques exemples qui sont un peu plus discutables en français, notamment dans la formation du futur. Vous pouvez avoir deux R qui apparaissent et qui sont réalisés sous la forme d'un seul. Donc, par exemple, alors le problème c'est qu'il y a de la variation. Certains peuvent prononcer deux R, mais par exemple le verbe courir, vous prenez le futur, donc on sait que le futur est formé avec un R, donc dire, ça donne dirais, je dirais. Eh bien, courir, vous avez une racine court, eh bien, vous mettez ré derrière, ça fait je courrais. Je courrais. Alors, vous avez soit une géminée qui est prononcée, soit, chez certains, je courrais. Une consonne simple. Alors, tout ce que l'on vient de voir nous amène du coup à proposer quelque chose d'un petit peu original. Donc, je résume. Ce qu'on a vu est un peu touffu et complexe, mais je résume. On a vu des cas où
la résistance particulière des géminés ne pouvait pas s'expliquer par la théorie de la coda miroir parce que la géminée n'avait pas le même traitement que les attaques post-coda. On a vu également que la longueur des voyelles pouvait lui offrir une certaine résistance qui ne pouvait pas s'expliquer par la coda miroir, encore une fois. Et on a vu à côté de ça que un segment long, qui est phonologiquement long parce qu'on sait qu'il est morphologiquement complexe, il est composé de plusieurs morphèmes, peut être réalisé sous la forme d'un seul segment simple, mais qui résiste à la lénition. Eh bien, ce que nous allons proposer comme hypothèse, une hypothèse que j'ai proposée avec un collègue du département LEA qui travaille en chinois il n'y a pas si longtemps, la proposition que l'on fait est que, en réalité, ce qui amène la force d'un segment, c'est le fait d'être sur plusieurs positions. Autrement dit, plus un segment a de positions, plus il est fort. C'est assez intuitif comme principe. C'est une sorte, les positions, c'est une sorte de richesse. C'est comme un pays, plus il a d'espace, plus il est fort, disons. Donc ça, c'est ce qui se passe avec les segments forts. Et comment on explique la faiblesse des segments ? Eh bien, c'est l'inverse. On va partir du principe que c'est l'inverse. Moins un segment a de positions, ou plus il est obligé de partager ses positions, plus il est faible. Donc, en petit a ici, alpha est fort parce qu'il a beaucoup de positions, et en petit b, alpha est faible parce qu'il a peu de positions. Donc ça permet d'expliquer cette résistance des géminés en particulier. Parce que si on part du principe qu'on est obligé d'admettre, on vient de le voir, parce qu'on ne peut pas le prédire autrement, que les géminés ont une résistance particulière à la lénition parce qu'elles sont branchantes, eh bien on est obligé d'admettre donc que le branchement apporte de la force. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est que l'inverse, le fait de partager, ce qu'on appelle un contour, apporte de la faiblesse. Donc ça, c'est un principe qu'on ajoute, mais qu'on ajoute en remplacement peut-être du licenciement. Alors voyons voir si ça permet effectivement de rendre compte des phénomènes de fortition et de lénition que l'on avait vus précédemment. Alors regardons le cas du petit b, vous avez une consonne, donc à chaque fois on va se concentrer sur la consonne qui est soulignée, qui est en gras. La consonne soulignée en petit b, elle est longue, elle est géminée, et comme elle est longue, elle est forte. C'est le plus fort qu'on peut avoir a priori. Ensuite, en 21 petit a, vous avez deux configurations, l'une qui n'est pas possible, l'autre qui est possible. Vous avez cette fois-ci une consonne simple qui n'est pas géminée. Bon, bien notre idée avec Monsieur Luo, c'est que ces consonnes-là, à chaque fois qu'elles le peuvent, elles se propagent. C'est-à-dire qu'elles cherchent à se propager vers les positions voisines. Toutes les consonnes, tous les segments cherchent à prendre le plus d'espace possible. Or, cette position consonantique ici, cette consonne soulignée, elle ne peut pas se propager sur la position C qui suit. Alors, elle ne peut pas se propager sur la position V, puisque une position V, c'est réservé aux voyelles. Mais elle ne peut pas se propager non plus sur la position C qui suit, parce qu'il y aurait un croisement de lignes. Or, c'est proscrit par la théorie autosegmentale. Donc, petit a n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un petit astérisque. En revanche, petit b, cette consonne peut se propager sur la position consonantique qui précède. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle est branchante, donc elle est forte. Donc, il s'agit ici, en l'occurrence, d'une attaque post-coda. Vous l'aurez deviné, elle est devant une voyelle et après une consonne. Donc elle est branchante, donc elle est forte, mais elle n'est pas aussi forte qu'une géminée. Pourquoi ? Parce que la première de ces positions, celle vers laquelle elle se propage, eh bien, elle est partagée avec une autre consonne. Donc elle a moins de place qu'une géminée. Et puisqu'elle a moins de place qu'une géminée, elle est un peu plus faible qu'une géminée. Et donc ça permet d'expliquer la différence de traitement entre les attaques post-coda que l'on a en tamazight et les afriqués les géminés de cette même langue. Donc pourquoi on a nebesh avec un b et envesh avec un v. Et si on continue, on se rend compte qu'on peut rendre compte aussi, on peut expliquer les autres types de positions. Par exemple, en 22, vous avez le traitement d'une intervocalique. Donc, lorsqu'une consonne est entourée de voyelles, petit a, elle ne peut pas se propager vers la position consonantique à sa droite. Petit b, elle ne peut pas non plus se propager vers la position consonantique à sa gauche, encore une fois à cause de la contrainte de croisement de lignes. Donc elle ne peut pas se propager. Et si elle ne peut pas se propager, c'est qu'elle a à sa disposition qu'une seule position. Donc elle est faible. Elle est plus faible en tout cas qu'une attaque post-coda. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les codas ? Voyons voir ce qui se passe en 23. La coda, alors on l'a vu, elle précède une attaque qui branche vers sa position.
Bon. Elle ne peut pas se propager vers la position consonantique à sa gauche, puisqu'elle croiserait la ligne de la voyelle de la syllabe dont elle fait partie. Elle ne peut pas non plus se propager vers la position consonantique à sa droite, puisqu'il y a déjà une ligne qui associe la consonne attaque de la syllabe suivante et la position de la coda. Et donc, elle ne peut pas se propager. Et si elle ne peut pas se propager, c'est qu'elle n'est pas branchante, mais en plus de ne pas être branchante, elle est obligée de partager sa position avec la consonne qui suit. Donc, elle est encore plus faible que la position intervocalique. Donc là, vous voyez que avec un principe aussi simple que la propagation obligatoire et l'idée que plus on a de positions, plus on a de force, eh bien c'est plutôt intéressant pour expliquer en tout cas, on arrive à expliquer les positions des phénomènes de lénition et de fortition exactement de la même manière qu'avec la coda miroir. Dans l'ordre, les géminées sont les plus fortes, puis les attaques post-coda, puis les intervocaliques, puis les codas. Alors il y a deux choses. Une chose qui peut paraître problématique et une chose qui est plutôt intéressante au contraire. La première chose qui peut vous paraître problématique, c'est pourquoi en 23, la coda ne s'est pas associée avant l'attaque suivante vers la position qui se trouve à sa droite. Ça, je ne dis rien dessus, mais il y a une façon d'expliquer ce phénomène. C'est un peu complexe, mais vous pouvez le trouver dans l'article qui est associé sur le cours. L'idée est que ce sont les consonnes qui ont le plus d'éléments qui se propagent le plus vite, en quelque sorte, qui se propagent en premier. Et généralement, ce sont les attaques qui ont le plus d'éléments, et les codas qui en ont moins. Alors ça, c'est le premier élément, et il y a des tas de phénomènes où on peut voir qu'effectivement, la propagation se fait à gauche ou à droite en fonction du nombre d'éléments à l'intérieur de la consonne. Maintenant, l'autre point intéressant. Il y avait quelque chose qui était quand même sympathique avec le gouvernement et le licenciement, c'est que c'était assez intuitif. C'est-à-dire que la lénition se forme, donc la perte d'éléments se fait lorsque on a une position qui est gouvernée, parce que le gouvernement inhibe la réalisation des traits. Et à l'inverse, une fortition apparaît lorsqu'une position est licenciée, parce que le licenciement exacerbe la réalisation des traits. Donc c'était assez intuitif. Mais ici, on a une situation qui est assez intuitive aussi. Plus on a de positions, plus on peut faire rentrer de traits. Moins on a de positions, moins on peut faire rentrer de traits. Donc il y a quelque chose que je n'aurai pas le temps de développer, mais l'idée qu'il y a derrière cette théorie, c'est que les positions que vous avez à l'horizontale, disons, sont l'équivalent des positions que vous avez à la verticale. Plus vous avez de positions à l'horizontale, plus vous pouvez avoir de positions remplissables à la verticale. Mais je ne rentrerai pas dans le détail, parce que je vois que déjà je vais un petit peu trop loin. Donc pour résumer le principe de ce qu'on a vu lors de cette séance, c'est on peut unifier des principes théoriques et avoir une théorie la plus économique possible qui rend compte du plus grand nombre de phénomènes possibles. En l'occurrence, on a vu que le gouvernement pouvait être rapproché au principe de contour obligatoire et que cela permettait de rendre compte de pas mal de phénomènes, dont la spécificité de la position finale et la spécificité des attaques branchantes. On a vu également que le squelette se comportait exactement comme un ensemble d'éléments qui répond au principe de contour obligatoire. Et à la fin, on a vu que le licenciement pouvait être rapproché du principe de propagation que l'on avait vu au tout début du modèle autosegmental. Donc, il y a pas mal d'éléments théoriques que l'on a rajoutés petit à petit dans le modèle pour des raisons d'induction, parce qu'on observait des phénomènes qui nous amenaient à établir de nouvelles lois, mais on voit qu'a posteriori, les premiers principes que l'on avait établis peuvent permettre de prédire certaines de ces lois. Et c'est ça qui est intéressant. Le plus intéressant en science, ce n'est pas de créer de nouvelles lois, mais c'est de prédire ces lois, de les déduire. Et c'est ce que l'on essaye de faire en phonologie.